d'arriver à travailler avec et pour des agriculteurs. J'ai envie de participer à la pérennité économique de ce secteur-là qui est plutôt en difficulté. C'est un truc qui, dans la vie de tous les jours, est un peu à la racine de toute chose, quoi. Si on mange, si les gens se développent, etc., l'agriculture, c'est un fondement de ces choses-là. C'est hyper social, l'agriculture. Tout le monde fait ça dans plein de pays. Il ne faut jamais qu'ils oublient qu'ils rentrent pour une raison, pour une idée, un fantasme, une vision, mais ils ne sont absolument pas à l'abri qu'à un moment donné, il y a une rencontre magique qui va se faire et que leur vie va complètement basculer et pour des choses très intéressantes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire France AgroCube. On est ravis de vous accueillir. N'oubliez pas, durant tout cet échange qui va nous occuper pendant une petite heure, de réagir en live. On répondra évidemment à toutes vos questions, toutes vos interrogations et toutes vos remarques. On est parti pour une heure d'échange autour d'une thématique qui nous concerne tous finalement, puisque lutter contre le réchauffement climatique, la perspective de devoir nourrir 10 milliards d'êtres humains d'ici à 2050, produire de façon saine et durable, protéger évidemment la biodiversité, préserver les ressources naturelles, voilà des préoccupations intrinsèquement liées à tout être humain normalement constitué, évidemment. Face à ce constat, évidemment, on souhaite tous agir, chacun à notre échelle, pour la préservation de la planète, mais on se demande tous une seule et unique chose: qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'on doit privilégier une façon de vivre plutôt qu'une autre? Par où commencer? Ça, c'est souvent la première question qu'on se pose. On ne sait pas par quel bout prendre le problème, donc on va essayer d'y répondre pendant cette heure. Pour certains, c'est une vraie vocation et on va le voir pendant cet échange. Ils en ont même fait un métier pour agir au plus près des problématiques et ils ont choisi de faire ce qu'on appelle les métiers du vivant. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir pendant une heure Sophie Yvon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice de nombreux formats de vulgarisation scientifique et on va en avoir vraiment besoin aujourd'hui, que ce soit à la radio, au théâtre ou en conférence. Et vous êtes aussi enseignante, chercheuse en nutrition à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse. Voilà pour les premières mises en bouche. Est-ce que justement, j'en parlais à l'instant, je parlais de ces métiers du vivant. Est-ce que vous-même, vous faites partie de ceux qui ont fait de votre passion justement un métier du vivant? Oui, clairement, on peut dire ça. Clairement, parce que quand j'étais plus jeune, je me suis un peu questionnée sur quelles sont mes passions. Moi, je suis une grande passionnée de sciences, toutes sciences confondues. J'aime aussi beaucoup l'humain. Et donc, aujourd'hui, on peut dire clairement que le métier que j'exerce, ça associe mes deux passions, à savoir donc les sciences et l'humanité. Et donc, j'en suis très ravie aujourd'hui, quoi. On peut le dire parce que vivre de sa passion, se lever le matin sans avoir à se poser la question de savoir si on va charbonner et qu'on va faire quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui est une chance pour beaucoup de gens. Est-ce que vous avez l'impression d'être justement une privilégiée? Alors non, et heureusement d'ailleurs que non. Et d'ailleurs c'est bien un message que j'aime transmettre auprès des jeunes, c'est qu'aujourd'hui en fait il est clairement possible de choisir son métier, de ne pas le subir. Et donc du coup j'engage vraiment tous les jeunes de prendre 5 minutes, se poser comme question qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'aime faire, de regarder un peu les réponses et d'essayer du coup de trouver leur voie pour choisir un métier, celui qui les fera vibrer, celui qui les fera se sentir fiers. Un métier qui a du sens finalement, du sens pour eux, du sens pour ce qui nous entoure, pour la planète, pour l'humanité, enfin bref voilà. Mais sans être une privilégiée, est-ce que vous avez l'impression par ailleurs que vous êtes un cas isolé? Parce que c'est quand même, ça peut être compliqué. On peut avoir l'envie de vivre de sa passion et de ne pas pouvoir y arriver. Est-ce que vous vous sentez un cas isolé par rapport à d'autres gens que vous côtoyez? Non, et fort heureusement que non d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des passions, et si possible, voilà, c'est d'engager un petit peu les passions, les convictions, voilà, qu'est-ce qu'on aime faire, dans quoi je veux agir, dans quoi je veux être acteur, et d'essayer de mettre tous les moyens possibles pour choisir son métier et ne pas le subir. Choisir un travail que l'on aime et on n'aura pas à travailler un seul jour de sa vie, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, ouais. C'est un peu l'idée. Concrètement, c'est un peu ça. Après, il faut avoir conscience qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Dans tous les métiers, il y a des jours qui se ressemblent et il y a des jours qui ne se ressemblent pas. Et cela, ça va varier selon les métiers, selon les activités. Et c'est pour ça que c'est important, quand on prend du recul, de se dire ok, donc là, je me regarde dans la glace, je fais un petit bilan de ma vie professionnelle et ouais, je suis fière de ce que je fais. J'ai l'impression que ce que je fais, ça a un sens pour ce qui nous entoure.
c'est d'autant plus important du coup d'avoir un métier qui a du sens quand on a besoin de ces choses-là en fait. Donner du sens à son métier, donner du sens à sa vie, c'est évidemment quelque chose qui permet d'aller mieux et de se sentir mieux. Ça ouvre aussi un champ des possibles qui est extrêmement vaste, extrêmement large. C'est évidemment ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Mais on a parlé de ces métiers du vivant, c'est une très jolie expression, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors les métiers du vivant, et particulièrement là, pour cette heure, là, on va surtout parler des métiers du vivant dans les secteurs de l'environnement, les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture et des sciences de la vie. Globalement, c'est un peu les secteurs dans lesquels on va appeler les métiers du vivant. Il y a un profil type pour ce genre de métier, justement? Un cariotype, comme on dit? Je dirais que ces métiers du vivant, ils sont destinés aux personnes, enfin aux hommes et aux femmes qui aiment chercher des solutions, qui aiment résoudre des problématiques. Il y a plein de problématiques dans le monde aujourd'hui. Et voilà, donc les personnes qui vont aimer développer des solutions, qui vont également aimer innover, inventer, qui ont un esprit créatif, des personnes qui vont aimer conseiller, concevoir, et surtout des personnes qui aiment travailler en équipe parce que les changements, ça ne se fait pas tout seul. Ouais, il faut accepter de travailler ensemble, et même si on commence à notre petit niveau à le faire, ça n'aura du sens que si on le fait grandir à une échelle plus importante. Mais concrètement, on parle de quel secteur? Parce que là, on a dressé un portrait un peu plus large, mais quels sont les secteurs qui sont concernés, les types d'activités? Alors, on va avoir le secteur de la production agricole, les secteurs de la transformation alimentaire, les secteurs de l'environnement, le secteur également de tout ce qui est l'accompagnement et le conseil. Donc, accompagnement économique avec la banque, accompagnement juridique avec le droit, des accompagnements sociaux aussi, également des milieux dans le numérique, le numérique, mais le numérique au service de l'environnement, au service de la planète par exemple. Donc voilà un petit peu des exemples. Tous les métiers sont un peu concernés finalement, enfin on a l'impression. C'est ça en fait. On peut arriver à greffer tous les métiers qu'on peut imaginer en leur donnant du sens pour aider l'environnement. C'est ça en fait, il y a des métiers que l'on peut exercer mais au service de l'environnement, au service de l'agriculture, au service des sciences du vivant en fait. Ben voilà, justement, vous faites ma transition, c'est formidable, vous parlez des sciences du vivant, mais j'imagine que c'est quelque chose quand même qui est très très large. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que ces sciences du vivant englobent? Ah oui, alors souvent, quand on pense sciences du vivant, surtout pour les lycéens qui nous regardent, on pense... les cours de biologie. Voilà, on pense à la matière sciences et vie de la Terre. Donc sciences et vie de la Terre, en fait, donc, quand on est au lycée, c'est une seule matière. Mais en fait, dès qu'on rentre dans le supérieur, donc en bac plus 1 ou plus 2, plus 3, et même après, et même dans notre vie professionnelle, dans sciences et de la vie et de la Terre, en fait, il y a des dizaines de disciplines. Dans sciences et de la vie et de la Terre, il y a la botanique pour les plantes, il y a la géologie, il y a la zoologie, l'immunologie, il y a même la biologie cellulaire et moléculaire pour l'infiniment petit, la télédétection pour l'infiniment grand. Puis il y a même un secteur aussi qui est représenté, c'est les énergies, notamment les énergies renouvelables. Donc c'est vrai que quand on pense à énergie renouvelable, on pense souvent à l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, mais il y a la méthanisation qui est très peu connue et qui pourtant est essentielle. Il y a l'énergie des marées aussi, j'imagine, on peut considérer aussi. Enfin voilà, il y a plein de domaines qui rentrent en ligne de compte. On va évidemment continuer cette discussion. N'oubliez pas de réagir, de profiter de cet échange pendant 1 heure pour réagir via le live. On répondra évidemment à toutes vos questions en direct et je vous propose de commencer par découvrir un témoignage, celui de Corentin Hervé, et on continue notre discussion juste après cette petite vidéo. Je travaille dans la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est la valorisation des matières agricoles pour en faire de l'énergie, donc du gaz ou de l'électricité. Et d'arriver à travailler avec et pour des agriculteurs. J'ai envie de participer à la pérennité économique de ce secteur-là qui est plutôt en difficulté. Et la méthanisation, c'est une des voies qui permet de le faire. Et donc du coup, ce qui me stimule, c'est d'arriver à réaliser avec eux un projet qui va les aider derrière à aller capter de la valeur ajoutée qu'ils ont perdu plus ou moins si c'est des exploitants laitiers. Voilà, on est de retour après cette vidéo. N'oubliez surtout pas de réagir dans le live, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. On a 1 heure pour pouvoir échanger avec vous, c'est important. On est de retour avec vous Sophie, on va continuer à en parler, mais il y a plein de disciplines aussi diverses les unes que les autres pour comprendre et améliorer le monde, avec une expression que j'aime bien qui va de la fourche à la fourchette. En gros, c'est-à-dire les métiers qui partent du sol, donc de l'exploitation du sol jusqu'à la consommation alimentaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu là maintenant? Alors si on commence par le début du coup, du sol à l'assiette, les métiers du sol en fait, quand on pense au sol, souvent on marche dessus, on ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça a, mais en fait il faut vraiment prendre conscience que le sol, la terre, c'est la base de tout. Sans sol, on ne mange pas. Pour citer un chiffre de l'ONU, 95% des aliments proviennent directement ou indirectement des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que pour produire ces aliments-là, à un moment donné, on a eu besoin des sols. Donc ces sols-là, il faut en prendre soin, il faut pouvoir produire. Sauf qu'en fait aujourd'hui, on estime
estime que 33% des terres agricoles mondiales, elles sont détériorées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 33% des sols, on produit en moins bonne qualité, en moindre quantité, voire pas du tout. Donc, un tiers des sols aujourd'hui sont abîmés, ne sont pas voués à pouvoir être exploités, ou alors à prendre le risque que si on exploite, ce ne soit pas exploité dans des bonnes conditions. C'est ça, en fait, ils sont détériorés, ils sont abîmés, donc à plus ou moins, à un niveau plus ou moins fort, hein. Ouais. Mais voilà, c'est le chiffre, donc ouais, un tiers, c'est assez fort, hein, c'est assez marquant, donc c'est pour ça qu'il y avait toute une campagne de la FAO, notamment pour sauver les sols, parce qu'en plus, donc du coup, voilà, donc il y a vraiment une mission urgente qui est, il faut sauver les sols, et pas seulement pour nourrir la population, parce que vous l'avez dit au tout début en intro, on est de plus en plus d'humains sur la planète, donc de plus en plus de personnes à nourrir, et la qualité des sols, elle se dégrade. Donc il y a une notion de production alimentaire, mais c'est pas tout, parce que la santé des sols, elle est aussi très importante pour ne serait-ce que développer une agriculture durable, et aussi pour limiter le changement climatique, parce que les sols peuvent piéger le carbone. Donc aujourd'hui, il y a clairement une mission qui dit il faut sauver les sols, et heureusement il y a des métiers qui se développent, dont la principale mission c'est sauver les sols. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, et j'espère personnellement qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir. C'est important de comprendre cette notion, on l'a dit, on le répète parce qu'il faut que les gens puissent percuter. Il y a un tiers des sols, donc de plus en plus de sols qui sont abîmés, et de plus en plus de gens à nourrir. Donc cette perspective-là doit nous permettre de comprendre effectivement quels sont les enjeux qui nous attendent demain, avec justement cette volonté d'améliorer les sols. Ces métiers du sol, qu'est-ce que c'est exactement? Comment on peut les présenter? Alors ces métiers du sol, par exemple, là je vais penser, pour avoir des exemples un peu concrets pour les lycéens qui nous regardent, je vais penser par exemple à ingénieur en agro-environnement, ou le conseiller en agro-environnement. Là ce sont des métiers qui clairement visent à sauver les sols. Comment ils vont faire? Ils vont par exemple augmenter la biodiversité. Un sol en bonne santé, c'est un sol vivant, c'est un sol qui est riche. On va limiter les intrants, on va favoriser les pratiques agroécologiques. Et on va aussi, il y a des métiers, donc comme par exemple conseiller agro en environnement, qui va, la personne qui va faire ça va plutôt conseiller pour modifier les pratiques culturelles. Donc voilà, différents métiers comme ça. On peut également citer technicien ou ingénieur en sol pollué. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui il y a beaucoup de sols qui sont pollués, et donc aujourd'hui il y a des métiers, la mission c'est de dépolluer les sols. Donc heureusement qu'ils sont là ces métiers, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Ouais. Puis c'est vrai que ce sont des problématiques et des questions qui touchent la jeune génération d'aujourd'hui, qui ont compris les choses plus en main en tout cas que d'autres générations par le passé. C'est ça qui est évidemment extrêmement important. D'ailleurs, si la thématique des sols justement vous intéresse, n'hésitez pas à participer au prochain webinaire qui portera sur ce sujet, et ça permettra de rentrer un peu plus dans le détail et de permettre de un peu plus vous expliquer ce qu'il en est. Et pour celui-là, pour savoir éventuellement quand il aura lieu, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de France AgroCube pour ne pas rater l'annonce du prochain rendez-vous. Et n'oubliez pas, si là d'ores et déjà vous avez des questions, il y a le live qui vous attend dans lequel on peut y répondre. On va évidemment continuer cet échange parce que on parle des sols. On a préparé le terrain pour les professionnels du végétal. Est-ce que vous pensez qu'on l'a bien fait? Oui, clairement, oui. Pour le milieu du végétal, donc oui, après les sols, du coup, il y a tout le secteur de la production végétale qui est un secteur très porteur. Souvent aujourd'hui, quand on parle de production végétale, on parle de protection des cultures. Et donc il faut savoir avant toute chose déjà qu'une culture végétale, elle a besoin d'être protégée en fait, parce qu'une culture végétale qui n'est pas protégée, c'est une culture végétale qui peut être agressée par des bioagresseurs. C'est pour ça que du coup j'ai dit agresser. Des bioagresseurs, c'est des êtres vivants qui vont venir attaquer, qui vont venir agresser les cultures. Alors souvent on a comme image les oiseaux ou les rongeurs ou les insectes que l'on voit du coup et qu'on visualise bien agresser les cultures, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a également des bioagresseurs que l'on ne voit pas à l'œil nu, comme des micro-organismes, des bactéries, des acariens, des mollusques. Et donc face à ces bioagresseurs, en fait, il faut protéger les cultures. Et pour protéger ces cultures et produire de manière plus saine et plus durable, est-ce que ça doit passer par exemple par la suppression de l'utilisation des produits chimiques? Et est-ce que c'est faisable? Alors, les produits chimiques, donc les produits phytosanitaires ou les pesticides, comme on les appelle communément, ils ont été beaucoup utilisés dans les années 50. C'est la période un peu post-guerre où il fallait vraiment produire beaucoup pour nourrir un peu l'humanité. Aujourd'hui, on est plus sur des pratiques agroécologiques, des alternatives, des alternatives aux produits phytosanitaires. Quelles sont ces alternatives-là? Ça va être par exemple
le contrôle culturel. Donc les techniques de contrôle culturel, ça va être par exemple, c'est adapter le système de culture avec des pratiques agroécologiques. Donc par exemple faire des rotations de culture, faire... Ce qui s'est fait d'ailleurs pendant des siècles. Hein. On laissait on avait des terres qui étaient en repos pendant quelques mois, on cultivait sur d'autres et puis on pivotait. Je crois que c'est un système de tiers qui repose sur les cultures. Varier les cultures, parce que quand on varie par exemple si je fais une culture de blé et qu'après j'enchaîne avec une autre type de culture, du coup le sol va être enrichi en d'autres nutriments et du coup ça va enrichir un peu les cultures. Il y a également on peut jouer sur la date des semis ou sur le travail du sol, etc. Donc là c'est un des moyens, une des alternatives. Il y a également tout ce qui est le contrôle génétique. Donc là, par exemple, il y a un métier, c'est sélectionneur végétal, où là, par exemple, cette personne-là va sélectionner du coup les plantes qui, pour leur résistance ou leur tolérance à certaines maladies, ou on va les sélectionner pour certaines caractéristiques physiologiques, par exemple. Et ensuite, une autre alternative qui serait intéressante de citer, c'est par exemple la lutte biologique. Alors la lutte biologique, pour expliquer ça simplement, ça serait par exemple, est-ce que vous connaissez un moyen naturel de traiter les pucerons ? Il y a l'utilisation des coccinelles par exemple. C'est ça, Donc on est d'accord que dans les coccinelles il n'y a rien de chimique. Non. Et en fait du coup c'est la lutte biologique, ça va être utiliser des êtres vivants, on va les appeler les auxiliaires, pour contrer les bioagresseurs. Donc il y a des exemples simples comme ça, comme coccinelle, puceron. Il y a également le rouge-gorge par exemple qui va manger des larves. Mais en fait donc là c'est des exemples que l'on connaît depuis longtemps. Mais aujourd'hui il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens qui travaillent tous ensemble pour trouver un peu les interactions comme ça, parce que par exemple il y a des bioagresseurs, donc voilà c'est des bactéries et du coup d'autres types de bactéries peuvent les contrer par exemple. Vous avez utilisé un mot qui est intéressant, c'est le mot alternative. Est-ce que ça veut dire l'alternative que demain, vu qu'il y a ces enjeux qui sont naturels, vu qu'il y a ces utilisations qui peuvent être faites d'un point de vue naturel, on va se passer de tout ce qui est produits chimiques, des pesticides. C'est des enjeux dont on a beaucoup parlé avec la présence de Nicolas Hulot au gouvernement, mais est-ce que demain les pesticides c'est terminé ? Définitivement. Alors c'est l'idée, enfin en tout cas c'est ce que souhaite un peu le gouvernement avec des projets comme Zéro Peste ou des choses comme ça. Aujourd'hui donc il y a des exploitations par exemple qui travaillent très bien en zéro pesticide. Pour d'autres c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas si simple en fait. Par exemple une alternative va pas forcément fonctionner pour toutes les exploitations, va pas forcément fonctionner pour tous les cas de figure en fait. Donc aujourd'hui l'utilisation de produits chimiques elle est encore un peu utilisée dans certains cas parce que dans certains cas c'est difficile de faire autrement. Et aussi en fait il faut bien comprendre que de changer de procédé, de façon de cultiver, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on parle de transition agroécologique. Et qui dit transition dit du coup découvrir des pratiques, mettre en place des systèmes de rotation, etc. Mais également accompagner les agriculteurs parce que par exemple imaginez un agriculteur qui dit bon ok je change de pratique, j'arrête les pesticides et je prends une alternative. Est-ce que ça n'a pas un coût économique pour lui? Donc là on va faire appel à tous les conseillers agricoles ou les conseillers en agro-environnement pour pouvoir évaluer si il va pas avoir des problèmes financiers ou des problèmes autres liés à son exploitation en fait. C'est un peu comme quand on doit refaire sa maison verte pour être moins polluant, perdre moins d'énergie, ça a un coût évidemment, donc c'est ces questionnements qu'on se pose et c'est pareil pour les agriculteurs, c'est pareil pour tous les professionnels qui doivent s'interroger là-dessus. C'est ça prend du temps. Donc en gros aujourd'hui la lutte chimique comme on l'appelle, elle est encore un peu utilisée mais elle va être utilisée de manière raisonnée, c'est-à-dire en plus petite quantité. Elle est souvent combinée avec les alternatives aux produits phytosanitaires, donc souvent c'est des combinaisons en fait, c'est pas une seule qui va tout résoudre, ça va être une combinaison de toutes les pratiques et souvent elle est utilisée, donc la lutte chimique est utilisée en dernier recours, genre quand il n'y a plus le choix. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. On en est à cet enjeu-là, qui est un enjeu évidemment extrêmement important. On va évidemment continuer d'en parler, il nous reste encore de nombreuses questions à aborder, mais puisqu'on est dans le végétal, je vous propose tout de suite d'écouter un nouveau témoignage, c'est celui d'Antoine, qui est spécialiste en agroforesterie. En terminale, donc tardivement, en fait, j'avais pas trop d'idées. J'étais bon en sciences, mais j'aimais le côté social en fait. Et du coup, pour moi, l'agronomie, ça a été le meilleur moyen de faire de la science appliquée et travailler vachement sur l'humain parce qu'on est tous les jours au contact d'agriculteurs. Mais ça a été la rencontre avec les paysans, quoi, parce que j'étais pas du milieu agricole. La première fois que j'ai débarqué sur une ferme, j'ai appris la différence entre de la paille et du foin. Donc voilà, c'est pareil, un peu bête, mais j'ai rencontré vraiment des personnes qui humainement étaient assez extraordinaires. La paille, c'est la tige de la céréale et le foin, c'est de l'herbe séchée. Je dirais foin. L'odeur du foin, c'est quand même une très belle odeur, quoi.
Action. Ah ouais, bah faut prendre les devants, hein, parce que sinon on n'avancera pas. Je suis conseiller en agroforesterie et donc notre travail c'est d'aider les paysans techniquement dans leur plantation ou dans la gestion de leurs arbres. Et puis dans l'entreprise où je suis, on fait aussi de la recherche. Tous les matins quand je me lève, je me dis pour rigoler, allez on va sauver le monde. Mais au fond de moi j'y crois presque un petit peu. Hein. Voilà, on est de retour. On va continuer évidemment cet échange. N'oubliez pas qu'il y a le live pour pouvoir poser toutes vos questions. J'imagine que des questions, il y en a qui vous viennent, donc n'hésitez pas. On va y répondre pendant cet échange. Mais on va revenir peut-être à une question un peu plus épineuse, une question un peu plus brûlante, l'élevage. Et avec elle, la question du bien-être animal. Pourquoi c'est un thème qu'on ne peut pas aborder sans que ça génère des débats très houleux et voire même déclencher des passions de la part de ceux qui sont très impliqués dans ce combat? Non, globalement, je dirais que vous, moi, tout le monde, je pense que tous les citoyens de la Terre, on est de plus en plus concernés par la question du bien-être animal dans les élevages, et à juste titre. Et je pense qu'on est et aussi les professionnels souhaitent également améliorer le bien-être dans les élevages. Et je pense qu'aussi les consommateurs ont envie que les professionnels aillent au-delà, vous savez, au-delà des règles de base. Parce que par exemple, aujourd'hui, dans tous les élevages, il y a des règles de base qui sont respectées. Donc les règles de base, ça va être par exemple que l'animal soit nourri correctement, que l'animal ne souffre pas, que l'animal ne soit pas en détresse, qu'il n'ait pas de stress et qu'il puisse exprimer son comportement naturel. Ça, ce sont des règles de base. Mais aujourd'hui, du coup, il y a vraiment une demande à ce que les professionnels aillent un peu au-delà de ces règles de base. Et donc, du coup, il y a des métiers pour ça, qui vont viser sur améliorer les élevages, par exemple, et tout type d'élevage, élevage bovin, élevage ovin. Et du coup, donc, ces métiers-là vont viser à améliorer les élevages. Comment? On peut améliorer les élevages, par exemple, en améliorant l'alimentation des animaux. Si l'alimentation est de meilleure qualité, les produits seront de meilleure qualité. Également, améliorer la santé, donc par exemple en trouvant des alternatives aux antibiotiques. Donc pareil, il y a beaucoup d'ingénieurs et de techniciens qui travaillent sur ça. On peut également parler d'améliorer le bien-être animal en réduisant le stress et aussi en améliorant le bâtiment. L'environnement dans lequel il habite. L'environnement dans lequel il habite, exactement. Donc plein de types de métiers comme ça pour améliorer les élevages et on a besoin de personnes en fait pour ça. C'est quand même des questionnements qui effectivement se posent aujourd'hui de manière radicale parce qu'il y a aussi beaucoup de gens pour qui l'enjeu c'est de manger et effectivement quand on doit faire cohabiter ces deux on a presque l'impression que c'est presque antinomique, non? Vous avez l'impression ou pas finalement qu'à terme, si on veut préserver le bien-être animal, ce qui va arriver à terme, c'est peut-être qu'on ne consomme plus peut-être de viande ou en tout cas plus de la même façon. Ça paraît à... Alors là, oui, c'est un autre débat. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui font le choix de ne plus manger de viande, il y en a qui font le choix de continuer à manger de viande. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là, mais du coup, au jour d'aujourd'hui, donc l'élevage, elle a une part dans l'agriculture française, et du coup, il y a des métiers qui sont là. Et du coup, si on peut les améliorer, encore plus qu'ils le sont déjà, on peut... il y a un vrai travail à faire pour eux, pour les accompagner, pour les aider. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de continuer avec deux témoignages qu'on va vous montrer maintenant, qui vont peut-être vous éclairer un petit peu plus justement sur ces enjeux qui sont évidemment très importants. Je suis coordinatrice projet pour le développement de nouveaux vaccins, plutôt dans les animaux de production, et plus spécifique ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire. C'est toutes les maladies animales qui ont un très fort impact sur le système économique. Dans mon mémoire de fin d'études, j'ai travaillé sur la congélation d'embryons bovins. Donc j'ai pu les suivre d'une 60aine de cellules, en fait, ovaux vivants sous la mer. J'ai été embauchée tout de suite après chez Génifusion, une entreprise de génétique animale. Et là, je travaillais dans l'équipe recherche, des recherches en embryons bovins et aussi sur la génétique. Et ils m'ont proposé un poste à Madison, dans le Wisconsin. Par hasard, là où j'ai fait mon semestre, mais c'est bien tombé. Et de fil en aiguille, j'ai pris le rôle ensuite de responsable production. De suivre ses rêves, mais aussi oser de sortir de sa zone de confort. On est de retour. Évidemment, on a encore plein de questions à vous poser parce que de ce qui découle de ces vidéos, de ces exemples qu'on vient de voir, c'est évidemment la question de pouvoir élargir. Est-ce qu'il y a d'autres types de métiers que ceux qu'on a pu voir avec ces deux témoignages-là ?
Oui, clairement, là je vais penser à les métiers dans la production animale, hein, donc production bovine, production ovine, etc. On peut également penser à conseiller un bâtiment agricole, voilà, pour améliorer les bâtiments et l'environnement des animaux. Et encore, oui, technicien d'élevage, voilà, ça va être des métiers comme ça. Mais là, on en cite 4 ou 5, mais il y en a plus d'une vingtaine. Hein. Ouais, il y a beaucoup. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur ces métiers, à regarder le guide des métiers réalisé par France AgroCube. Il y a tout un guide qui a été réalisé avec vraiment des témoignages sur ces métiers en écrit et l'explication concrète des métiers. N'hésitez pas à aller voir donc ce guide en complément de cette vidéo qui, je vous le rappelle, sera disponible en plus en replay juste après ce live, donc ce sera évidemment important pour compléter. Les métiers du vivant, c'est évidemment les métiers du secteur lié à l'agroalimentaire, qui est le premier secteur industriel en France en termes d'emploi. C'est donc un métier et un secteur d'enjeu extrêmement important. Et on parle de quel métier quand on parle de l'agroalimentaire ? Le premier qui vient de suite à l'esprit, ça va être ingénieur agroalimentaire. Et c'est vrai qu'en plus dans ce métier on peut mettre beaucoup de choses parce que en fait dans l'agroalimentaire ça dépend aussi un peu de la taille et de la nature des entreprises agroalimentaires. Par exemple pour les petites entreprises, l'ingénieur agroalimentaire va tout faire un petit peu de la réception des matières premières à la production du produit fini. Mais dans des plus grosses entreprises par exemple, le métier d'ingénieur agroalimentaire il va être un peu différent parce que du coup il va y avoir un peu un métier à différentes étapes. Par exemple il va y avoir des ingénieurs spécialisés dans le conditionnement, donc comme gestionnaire de stock ou approvisionneur. Va y avoir des métiers spécialisés dans la conservation des produits pour éviter par exemple quand on stocke du blé, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de mycotoxines. Donc voilà, des problèmes comme ça. Va y avoir également des métiers spécialisés dans la transformation à proprement parler. Donc là on est ingénieur développement de produits. Dans l'effet santé. Aujourd'hui on est très regardant sur ça, sur est-ce que ce que je mange a un bon effet sur ma santé, donc sur mon cœur ou sur mes intestins. Et donc là ça va être plutôt les ingénieurs nutrition qui vont faire ce métier-là. Pardon, mais ça c'est pas anecdotique parce que la crise qu'on traverse actuellement, elle est intrinsèquement liée à ces problématiques-là. On l'a vu avec le marché de Wuhan l'année dernière, c'est évidemment des enjeux qui sont très importants. On voit qu'une alimentation qui serait pas forcément conforme à ces genres de choses peut avoir un impact sur la santé et la santé d'une planète entière. Donc on voit que c'est un enjeu fondamental. Tout à fait. Et d'autant plus que du coup je vais faire la différence entre du coup des ingénieurs qui vont être spécialisés dans la sécurité des aliments, donc sécurité des aliments, donc sécurité sanitaire dans le sens où qu'il n'y ait pas de problématiques de santé derrière. Et après il va y avoir les ingénieurs nutrition qui vont être dans améliorer l'effet santé. Par exemple, je vais manger un produit qui va être bon pour la flore intestinale, pour le microbiote. C'est deux types de métiers différents. Mais bon, si on prend du recul, on comprend un peu. Mais après, qu'est-ce que je pourrais citer? Oui, voilà. Donc le métier. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont spécialiser dans l'évaluation sensorielle. Et donc là aussi, donc c'est un métier. Donc là, on joue avec. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? C'est génial comme métier. On va jouer avec les arômes. C'est sublimer le goût d'un produit. C'est beaucoup répandu, notamment dans la filière viticole, avec les produits tels que le vin, par exemple. Mais ça peut être également appliqué à tout type de filière. En fait, là, tous les métiers que j'ai cités là, en fait, ils peuvent être également appliqués à toutes les filières. C'est-à-dire qu'on peut être spécialiste du lait, du fromage, de certains fruits en particulier ou de tous les fruits, de certains légumes, mais également du vin ou de la bière, enfin, toutes les filières. Donc il y a du choix. Il y a un choix. On parlait du choix des possibles en début de webinaire. On voit qu'évidemment c'est le cas. Et encore, on a fait, j'imagine, qu'effleurer qu'une petite partie de ce champ des possibles dont on parlait. Et je vous propose tout de suite de continuer en découvrant de nouveaux témoignages qui vont peut-être contribuer à continuer à vous éclairer un petit peu plus. Aujourd'hui, je suis responsable sécurité alimentaire dans un groupe qui aide les entreprises à développer leur marché à l'international. Il faut avoir beaucoup de curiosité et j'aime ça. À 20 ans ou à 18 ans, on va évoluer, on va grandir et les idées, elles vont changer. Je vous conseille vraiment d'aller vers une formation généraliste qui permet d'ouvrir plein de portes à la sortie. Du coup, j'ai cofondé la start-up Bot et Carotte. Et nous, aujourd'hui, on veut proposer des fruits et légumes avec du goût et de la transparence. Le projet qu'on porte le plus à cœur, c'est un kiosque primeur qu'on irait mettre au cœur des hypermarchés. Plutôt fourchette. Il y a ce côté de comprendre pourquoi les gens achètent tel ou tel produit. Qu'est-ce qui est juste une tendance, qu'est-ce qui est juste une mode, qu'est-ce qui est un vrai phénomène de fond. Carotte. Pour des jeunes qui voudraient choisir cette formation, c'est un discours qu'on dit beaucoup aujourd'hui dans nos générations, mais qu'il faut qu'on fasse des choses qui ont du sens.
On est de retour, évidemment on continue cet échange tous ensemble. N'oubliez pas qu'il y a le live pour pouvoir poser vos questions en direct. On va y répondre pendant ce live jusqu'à la fin de ce live, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va aborder un nouveau sujet avec vous. La recherche et développement globalement est déterminante dans tous ces enjeux dont on parle. Si je vous dis robotique, drone, satellite, numérique, capteur en agriculture, c'est quoi? C'est un film de science-fiction de Spielberg ou c'est vraiment la réalité des choses? C'est la réalité. Ouais. C'est clairement la réalité. Et puis en plus, je dirais même plus loin, c'est la réalité depuis un moment déjà. Souvent, aujourd'hui, on parle clairement d'agriculture connectée et de smart farming. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient passionnées de numérique et d'informatique et qui ont choisi d'en faire leur métier, mais au service de l'agriculture ou au service de l'environnement. Donc, vous avez des exemples à nous donner, par exemple, qu'on essaye d'être un peu concret? Oui, alors par exemple, on va voir des robots qui arpentent les champs, on va voir des capteurs de vélage sur des vaches, on va voir de la collecte de données qui va être beaucoup plus rapide grâce à la bioinformatique. On va avoir des robots de traite automatisés. Enfin voilà, donc différents types de choses comme ça. Et en fait, ce sont des technologies qui ont été développées par les hommes et les femmes qui étaient passionnés de numérique, mais qui ont décidé d'en faire leur métier, mais au service de l'agriculture, de l'élevage ou de l'environnement en fait. Oui, donc on peut soit travailler dans son domaine agricole, avec des systèmes très sophistiqués, soit travailler pour ces domaines agricoles en créant des manières d'améliorer leur travail tout en le rendant plus sain. Donc ça, c'est évidemment très, très important. C'est donc une branche de la recherche qui évidemment est forcément porteuse parce qu'on voit que là aussi, le champ des possibles, il est extrêmement développé. Mais globalement, la recherche scientifique fondamentale comme appliquée est essentielle à cette recherche. Un exemple avec Camille, justement, qui travaille dans la recherche et le développement appliqué et qui va nous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est. Mon métier consiste à aller d'abord repérer toutes les tendances marché, venir après travailler avec la R&D qui construisent des prototypes de légumes grâce à des variétés déjà existantes, et je sélectionne ces prototypes-là en disant celui-ci correspond aux besoins du marché. J'ai vraiment trouvé ce qui me faisait vibrer. On est de retour et là je sens qu'il y a peut-être plein de questions qui vont arriver par rapport à cet exemple, par rapport à ce qu'on disait juste avant, donc c'est le moment, si on n'y répond pas, de les poser aussi dans le live, je vous le rappelle. Mais enfin là quand même, quand on voit tout ça, dans tous les exemples que vous nous avez donnés, on est quand même un petit peu loin de l'image d'Épinal presque, de l'agriculteur qui passe la bine dans son champ, qui travaille à la main, qui est tout seul. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces métiers qui concernent les échanges de biens alimentaires, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment très 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 important aussi. Oui, alors là clairement du coup on va faire appel au secteur de la distribution, de la logistique et du commerce en fait. Et du coup si on parle commerce un peu agroalimentaire, en fait déjà il faut savoir qu'il y a différents types de commerce, que souvent donc on pense il y a le commerce local, vente directe, et il y a le commerce international. Et en fait voilà, commerce local, commerce régional, commerce national ou international, ça va être des métiers différents à chaque fois. Aujourd'hui donc on aurait plutôt tendance à dire il faut favoriser les circuits courts et ce qui est vrai, totalement vrai, mais en fait il y a certains cas par exemple en France, pour des raisons climatiques ou autres, on ne peut pas produire des denrées comme du café ou du chocolat parce qu'on ne peut pas le produire, donc du coup on va importer ces denrées là, et à l'inverse il y a d'autres denrées que l'on produit en France et que d'autres pays ne peuvent pas produire, donc là du coup il y a vraiment une notion de commerce international. Mais alors concrètement, parce que là on a parlé effectivement de quelque chose qui est extrêmement intéressant, la mondialisation en rapport avec ces enjeux. Bon, il y a des produits qu'on est obligé d'aller chercher parce que le café, quoi qu'il arrive, on n'en aura pas chez nous. Et puis il y a d'autres types de produits que parfois le citoyen qu'on est, il a envie d'avoir alors que c'est pas la période. Moi j'ai envie de me manger une bonne tomate en plein mois de décembre, ok, c'est pas la période, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sacrifie finalement à ces circuits, ou est-ce qu'on va la chercher, ou est-ce qu'on renonce et qu'on consomme des produits de saison? C'est des enjeux et des questions qui se posent pour tout le monde. Oui, alors globalement pour répondre à cette question, je dirais que il y a des fruits et des légumes qu'on trouve dans certaines saisons et c'est pas un hasard, donc c'est aussi à éduquer aussi les consommateurs, dire que certains produits on les trouve pendant certaines saisons et d'autres non en fait, donc c'est des habitudes alimentaires à avoir en fait, tout simplement. Mais du coup tous ces circuits courts qui sont vraiment à encourager, de vente directe, c'est vraiment à encourager aujourd'hui. Donc la vente directe, on va appeler ça les circuits courts, il faut les organiser, il faut les développer et il faut faire en sorte qu'ils soient durables et pérennes. Et pour ça en fait aujourd'hui on va faire appel à des métiers qui vont se dévouer un peu à répondre à ces questions-là et à les mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ces circuits courts soient durables et pérennes et que ça puisse exister en fait. Oui. Justement,
justement, concernant ces métiers, on va justement voir 2 témoignages qui vont peut-être nous aider à en comprendre un petit peu plus. Nous avons Thibaut et Aurélien qui vont être avec nous. On va les entendre et juste après on continuera à discuter avec vous. Je pense que là on va pouvoir de manière un petit peu plus précise expliquer ce qu'on vient de voir ensemble. Ah ben ça va dépendre des questions surtout je pense. Dans mon métier aujourd'hui, donc j'ai une casquette de management puisque je travaille avec une équipe de 7 personnes. J'ai un côté aussi également très opérationnel de négociation commerciale avec les centrales d'achat régionales et en appui aux centrales d'achat nationales. Ce qui me motive le plus, clairement, c'est de développer les collaborateurs. Je trouve que c'est vraiment ce rôle de manager bienveillant qui me motive le plus. Je suis exactement chargé de mission filière biologique pour COP de France Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai passé une partie de mon enfance à Madagascar. J'ai été très vite sensibilisé aussi à toute une dimension éthique. Donc en matière d'environnement naturel, on est, je pense, dans le top. De faire converger les intérêts des différentes structures qui accompagnent le développement agricole au bénéfice de la collectivité et qui répondent aux attentes, aux enjeux de demain. Donc c'est ça qui me fait vibrer tous les matins. Voilà, on revient, on approche tout doucement de la conclusion de cette rencontre, mais on a encore pas mal de questions à vous poser, donc on va essayer d'y aller vite, parce que juste avant on parlait du commerce, donc on arrive effectivement à ces métiers du tertiaire. Dans les métiers du vivant, ils ont évidemment aussi une place importante. Est-ce qu'on peut parler aussi de ces métiers qui sont des métiers de l'accompagnement et du conseil? Comment ça se manifeste et comment ils rentrent en ligne de compte dans tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure? Clairement, donc voilà, tous les métiers qui vont être dans le secteur de l'accompagnement et du conseil, ils sont tout aussi essentiels. On en a parlé un petit peu en plus durant l'émission. Aujourd'hui, en fait, il faut comprendre que tous les défis dont on a parlé au début, voilà, la lutte contre le changement climatique, produire de façon saine et durable, augmenter la biodiversité, tout ça, ça va pas se faire seul en fait. Donc du coup, tous les métiers de l'accompagnement vont être essentiels. Là, je vais penser à quoi comme métier? Je vais penser à conseiller agricole ou même par exemple des métiers dans la banque pour accompagner financièrement et économiquement les changements pour l'agriculture, pour l'environnement, pour tout ce dont on a parlé. Également dans le droit pour être conseiller juridique agricole. Donc on peut également parler de tous les métiers dans les coopératives agricoles et également des métiers comme dans les ressources humaines qui ont lieu dans les entreprises en fait. Voilà, donc tout ça c'est des métiers aussi qui vont être essentiels pour pouvoir accompagner le changement, pour pouvoir accompagner cette transition. Donc ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que ces métiers du vivant, ils sont partout et on en a besoin de partout de ces professionnels et ça c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre tous les enjeux qui nous attendent. Clairement, oui. Il y a beaucoup de métiers, on l'a vu. Je pense qu'aujourd'hui, on a dû en citer une vingtaine, mais il y en a plus de 300 métiers, plus de 300 sans compter tous ceux qui restent à inventer. Faut pas avoir peur de ça. Moi, vraiment, concrètement, ce que je souhaite à tous les jeunes, c'est de trouver un peu leur voie. Et s'ils ont envie d'avoir un métier qui a du sens, là, j'espère qu'on a balayé quand même pas mal de secteurs et que si ça peut donner des idées, j'en suis plus que ravie. Vraiment, voilà, c'est vraiment important. Aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde qui change tout le temps. Il faut savoir s'adapter, on l'a vu avec la pandémie actuelle. La pandémie, on voit, voilà, c'est un monde qui ne cesse de changer. Du coup, les métiers aussi évoluent. Aujourd'hui, on a parlé de métiers, certains ils n'existaient pas forcément il y a 20 ans, il y en a certains qui vont exister d'ici quelques années. Donc, l'engagement comme ça, il va être important. Voilà. Et donc du coup, pour ceux qui vont avoir envie d'avoir un métier qui a du sens, vraiment je leur souhaite de trouver leur voie et de pouvoir exercer tout type de métier. On a vu dans tous les secteurs en fait, on peut avoir un métier qui a du sens dans différents secteurs possibles en fait. Mais la question que tout le monde se pose là pour terminer cet échange, c'est comment on y accède à ces métiers? Parce que c'est la question qu'ils vont tous se poser évidemment, peut-être même qu'ils nous ont posé dans le live et qu'on s'en est pas rendu compte, mais comment on fait pour y accéder à ces métiers? Il y a différents moyens d'accéder à ces métiers-là. L'un des moyens possibles, c'est de faire les formations dispensées par les écoles du réseau France AgroCube. Notamment, par exemple, la formation ingénieur. Elle se réalise en 5 ans et elle est disponible dans plusieurs villes de France, comme Lille, Lyon ou encore Toulouse. Donc, c'est 5 ans post-bac, directement après le bac. Après, et c'est sur Parcoursup que ça se passe après pour les inscriptions. Donc, je pense que les lycéens connaissent bien Parcoursup. C'est en ce moment. C'est en ce moment. En plus, ça y est, ça vient d'ouvrir
aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc là, j'ai parlé de la formation ingénieur, mais il n'y a pas que la formation ingénieur. Il y a aussi des formations à niveau Bac plus 2, Bac plus 3, comme des bachelors, des licences ou même des masters et des doubles diplômes même. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les niveaux. Moi, ce que je conseillerais aux jeunes là, à qui ça a parlé un petit peu aujourd'hui, tout ça, et qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'avoir un métier qui a du sens, c'est de prendre contact par exemple avec les écoles du réseau France Agrocube. Comment? Par différents moyens. Hein. Ça peut être par mail, ça peut être via les réseaux sociaux. Et surtout, en fait, moi, ce que je les encourage, c'est de faire les journées portes ouvertes. Alors, il y a un avantage aujourd'hui à la pandémie Covid-19, c'est que du coup, le seul avantage que j'ai trouvé, c'est que les journées portes ouvertes, comme elles sont virtuelles, on peut y accéder de chez soi, depuis son canapé, sans forcément aller à Lille ou à Toulouse ou à Lyon. Donc du coup, de participer à ces journées portes ouvertes virtuelles ou sur place quand je l'espère elles auront le lieu, là ça sera l'occasion en fait de discuter avec les enseignants, ça sera aussi l'occasion de découvrir le campus, ça sera aussi l'occasion de discuter avec les étudiants, donc qui étaient anciennement lycéens et qui aujourd'hui sont... on fait le pas, on franchit le pas. C'est ça, ils sont dans les écoles et du coup souvent pour les lycéens, ils sont plus à l'aise de discuter avec des étudiants pour leur poser des questions. Est-ce que le campus il est bien? Est-ce que les profs ils sont sympas? C'est important. Est-ce que la cantine est bonne? Est-ce que la ville est bien? Enfin, voilà, toutes les questions du quotidien, parce que souvent en fait on pense que quand on passe de lycéen à étudiant, on réfléchit à l'orientation, quelle formation je vais faire. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Quand on passe de lycéen à étudiant, on passe d'une vie lycéenne à une vie étudiante avec tout ce qu'il y a autour, avec tous les loisirs qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a un club théâtre dans l'école où je vais être? Est-ce qu'il y a un club de sport? Est-ce qu'il y a un club de rugby? Voilà, toute la vie étudiante à côté. Est-ce que la ville, je vais me plaire? Donc ça, le seul moyen de savoir si ça va leur plaire ou pas, c'est de se déplacer et c'est de discuter avec les gens sur place. Donc aujourd'hui, les journées portes ouvertes en virtuel, elles arrivent à répondre quand même à ces questions. Et du coup, voilà, je leur dirais de venir nous contacter et après on discute. Ouais. De venir rencontrer pour voir évidemment le cadre de vie dans lequel on est, de voir si évidemment il y a toute cette activité, parce que la vie étudiante, c'est effectivement aussi quelque chose qui est très important et qui doit rentrer en ligne de compte. On espère qu'on a pu répondre en tout cas au maximum de questions. Il y aura d'autres échanges sur d'autres sujets, on l'a vu, notamment sur la question des sols qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux de France Agrocube pour pouvoir avoir les dates les renseignements sur la prochaine date de ce webinaire. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Donner du sens à votre vie et à votre futur métier, c'est évidemment tout l'enjeu qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. N'oubliez pas évidemment que cette rencontre sera disponible juste après en replay pour celles et ceux qui voudraient pouvoir reconsommer des éléments ici et là, d'avoir des réponses, se donner des idées. Évidemment, pour la suite, c'est très important. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite pour un nouveau webinaire. Tu te préoccupes de l'environnement ? Tu cherches une formation dans laquelle tu serais acteur d'un avenir durable ? France Agrocube est la bonne réponse. Nous formons les ingénieurs agronomes de demain qui conjugueront production et durabilité. Une infinité de métiers, de la fourche à la fourchette, dans les domaines des sciences du vivant, l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Nos formations sont au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Des métiers d'avenir, à forte employabilité. 95% des ingénieurs sont en poste 6 mois après leur diplôme. 150 universités sont nos partenaires dans le monde et le réseau des 22 000 alumni est un réel atout. La conjugaison des valeurs et de la formation dispensée par les écoles du réseau France Agrocube sont également des clés pour trouver ta voie en France et à l'international. Découvre le parcours de nos ingénieurs agronomes.